they took that pills. I was looking at him, I see his eyes are turning white. We were contacted last night, and immediately an investigator from our office was dispatched to the scene and to the hospital. The only safe course here is that people should refrain from taking extra-strength Tylenol. They talked about deaths that had taken place, poisonings. This product may be contaminated with cyanide. How long would it take someone to grab a bottle of Tylenol undetected, open up the capsule, take a little bit out and put some cyanide powder in? I shouldn't think over 30 seconds. Vous voyez ces ouvertures très compliquées à ouvrir ? Comme beaucoup d'entre vous, j'ai toujours cru que c'était une sécurité enfant, mais pas du tout. À l'époque où ce type d'emballage a vu le jour, la sécurité des enfants vis-à-vis des produits toxiques, c'était pas vraiment la priorité, on va dire. Non, cet emballage date de 1982 et a une histoire bien plus sombre. Nous sommes le mercredi 29 septembre de cette fameuse année 1982 à Chicago. Il est encore tôt ce matin quand Mary Kellerman, 12 ans, refuse de sortir de son lit. Elle a mal à la gorge, le nez qui coule, mais pour elle, c'est hors de question de ne pas aller à l'école. Ses parents lui donnent un Tylenol extra fort, du paracétamol, et l'attendent pour le petit déjeuner. Quelques minutes plus tard, personne ne descend. Les parents remontent donc la voir. Et là, c'est une scène d'horreur. La fillette est allongée par terre, du vomi partout autour d'elle. Il est seulement 7h du matin quand Mary Kellerman décède sur le chemin de l'hôpital. Le même jour, à environ 15 km de là, Adam Janus, un bossie de 27 ans, alors en arrêt maladie, sort de chez lui pour amener ses enfants à l'école. Sur le chemin du retour, il s'arrête acheter une boîte de Tylenol, rentre chez lui, prend 2 cachets et s'apprête à déjeuner. Il s'effondre avant d'atteindre la cuisine et décédera quelques heures plus tard. La famille d'Adam, sous le choc, décide de tous se réunir chez lui. Son frère Stanley Janus et sa femme Teresa, eux non plus, ne se sentent pas dans leurs assiettes. Normal vu les circonstances. Ils se servent alors dans la boîte à pharmacie de Adam et avalent chacun 2 capsules de Tylenol. Les 2 tombent à terre, Stanley décédera le jour même et sa femme 2 jours plus tard. Dans les jours qui suivront, Mary McFarland, 35 ans, Paula Prince, 35 ans, et Mary Weiner, 27 ans, 3 personnes n'ayant aucun rapport les unes avec les autres, perdront la vie. Tous peu de temps après avoir ingéré du Tylenol. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kelly et aujourd'hui on va aborder un des cas d'empoisonnement de masse les plus choquants des États-Unis. Une série de drames qui a également changé à jamais la façon de consommer les médicaments. Bienvenue dans la sombre affaire des meurtres au Tylenol. Nous sommes fin septembre 1982 à Chicago. Et c'est la panique. La ville sombre peu à peu dans la peur. La police se met immédiatement sur l'affaire. A-t-on affaire à une contamination accidentelle? À une attaque ciblée? Une attaque terroriste? L'un des membres de la famille Janus fait vite le rapprochement entre les 3 décès familiales et les prises de Tylenol. Théorie d'ailleurs rapidement confirmée par la police. Les capsules en question sont bien contaminées, avec du cyanure. Une dose massive de cyanure. La presse locale puis nationale s'empare de l'affaire. Le Tylenol tue et c'est le flou total. Combien de boîtes ont été contaminées? Est-ce que ça touche que Chicago? Et est-ce que c'est juste le Tylenol dont on doit se méfier? Ou chaque médicament peut-il nous tuer? Si l'objectif était de semer la panique, c'est réussi. Le 30 septembre, les autorités sont pris à court et décident d'organiser dans l'urgence une conférence de presse. Il faut que tout le monde arrête de consommer du Tylenol. Les chaînes locales de Chicago coupent leur programmation en quelques heures. CNN, NBC, ABC et CBS, bref, les plus grandes chaînes d'infos du pays reprennent eux aussi l'affaire. Pour la première fois, une alerte sanitaire est diffusée en direct par la télévision nationale. Et c'est finalement la terreur et la paranoïa qui va s'installer dans tout le pays. How long would it take someone to grab a bottle of Tylenol undetected, open up the capsule, take a little bit out and put some cyanide powder in? I shouldn't think over 30 seconds. À peine quelques heures après les premiers décès, Chicago est en état de choc. Mais c'est compréhensible, imaginez. Les familles des victimes ne comprennent pas ce qui se passe. Dans les rues, les pharmacies commencent à fermer. Les journaux annoncent des morts inexplicables liées au médicament le plus banal du pays. Parce que oui, il faut savoir qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, tout le monde a du Tylenol chez soi, c'est quelque chose de banal. Et même en France, c'est du Doliprane en fait. C'est en vente libre partout, et c'est utilisé pour tout et pour n'importe quoi. Et c'est bien ça le problème. Après la conférence de presse, les gens commencent à jeter tout leur stock à la poubelle.
Mais ça ne règle pas le problème. Il faut maintenant savoir d'où vient la contamination. Bon, ce que l'on sait. Seul le Tylenol extra fort en capsule molle est touché. Les victimes n'avaient aucun lien entre elles et n'avaient pas fréquenté le même magasin ni la même pharmacie. Et enfin, les flacons des différentes victimes avaient toutes des dates de fabrication et surtout des numéros de lots différents. Ça peut sembler être déjà pas mal comme information, mais vous allez voir que ces pistes vont créer encore plus d'incompréhension. Johnson & Johnson, les fabricants pensaient d'abord et espéraient surtout une contamination lors de la chaîne de production. La vraie cause de tout ça aurait pu être trouvée et réglée tout de suite. La police et la FDA, l'agence américaine qui s'occupe de tout ce qui est sécurité des aliments et des produits de santé, ils se rendent bien compte que c'est impossible, car comme on l'a dit, différents lots sont mis en cause. Ce qui signifie que les capsules contaminées proviennent de sites de production différents. Autrement dit, la contamination n'est pas un accident industriel, mais bien un acte criminel après la mise en rayon. Et ça, c'est un gros problème. Le poison est invisible et contenu dans des capsules scellées, et surtout semble être disséminé totalement au hasard. Chaque boîte de Tylenol du pays devient suspecte. C'est une véritable catastrophe industrielle pour Johnson & Johnson. Les pharmacies sont désertées. Plus personne ne va entendre parler de Tylenol. Une décision s'impose alors. Il faut retirer de la vente chaque boîte de Tylenol de chaque supermarché, de chaque pharmacie, bref, de chaque rayon du pays. Et ils vont le faire. Nous sommes le 1er octobre 1982, soit seulement 2 jours après les premiers décès, et Johnson & Johnson prend une décision jamais vue jusque-là. Il confirme que chaque boîte peut contenir une dose mortelle de cyanure, retire le produit de tous les magasins américains, soit environ 31 millions de boîtes qui se retrouvent détruites, et offre même un remboursement complet à tous les consommateurs ayant acheté du Tylenol. Une décision forte, mais qui n'arrivera pas à calmer la peur des consommateurs. Mais on y reviendra en fin de vidéo. Bon, remettons les choses dans leur contexte. On est en 1982. L'ADN n'est pas encore utilisé dans les scènes criminelles et la plupart des magasins ne possèdent pas de caméras de sécurité. Les victimes, à part la famille contaminée par la même boîte, n'avaient aucun lien entre eux. Selon les différentes sources que j'ai trouvées, et à ce moment même de l'histoire, on a retrouvé des boîtes contaminées dans au moins 7 à 10 pharmacies aux alentours de Chicago et à Chicago même. Et elles auraient été contaminées sur place. C'est là que la véritable enquête débute. La police commence par inspecter physiquement les magasins. Ils notent les dates et heures d'achat des boîtes en question, interrogent les employés, les clients, les familles des victimes, les voisins. Bref, ils recherchent tout comportement suspect ou répétitif, comme quelqu'un qui achète puis remet les capsules en rayon. Ils examinent les entrepôts, les camions de livraison, les usines pour vérifier si l'empoisonnement pourrait provenir de là. Ils mettent également en place des surveillances discrètes. Ils seraient même allés jusqu'à rendre publiques les dates et heures des enterrements dans l'espoir d'y rencontrer des comportements suspects. Mais rien, aucune piste, aucun mobile, rien du tout. Une autre voie est alors étudiée. À cette époque, une nouvelle technique d'enquête commence à faire ses preuves, le profilage criminel. Et d'après les enquêteurs de l'époque, de 1, ce sont les femmes qui sont les plus susceptibles d'utiliser du poison pour assassiner quelqu'un. Mais ce sont les hommes qui sont les plus susceptibles de commettre des meurtres de masse. Et de 2, quand les femmes commettent des crimes, c'est souvent personnel, alors que les hommes ont plus tendance à s'attaquer à des inconnus. On recherche donc ici un homme. Voilà, c'est peu, mais c'est à peu près tout ce qu'on a. Les jours passent et la tension ne décroît pas. Pendant que l'enquête piétine, les standards de la police ne s'arrêtent pas de sonner. Mon enfant a pris un médicament et se sent mal. J'ai trouvé une boîte de Tylenol chez moi et ma femme se sent bizarre. Ma voisine est pharmacienne et a des idées politiques bizarres. Bref, je vous laisse imaginer l'enfer pour démêler ce qui fait réellement avancer l'enquête du reste. Mais on va y revenir. En parallèle, des lettres anonymes affluent également d'un peu partout. Des personnes prétendent avoir des informations, des pistes, mais rien. Enfin, pas tout à fait. Une lettre va attirer l'attention des enquêteurs. Une lettre arrive sur le bureau des enquêteurs, une demande d'extorsion, exigeant $1 million à Johnson & Johnson pour arrêter les contaminations. C'est là que la police scientifique prend le relais. Analyse du papier, de l'encre, du style d'écriture, des empreintes digitales. Ils relèvent des indices linguistiques, l'orthographe, etc., etc. Enfin bref, je vous passe les détails, mais un profil va ressortir. Un certain James Levis.
recherché à Kansas City pour diverses affaires de fraude et d'extorsion. Il est également connu comme quelqu'un de violent et de manipulateur. Mais là où ça devient suspect, c'est qu'il a bien vécu à Chicago pendant quelques temps, avant de déménager à New York quelques semaines avant les meurtres. Ok, problème, il nie catégoriquement être à l'origine des meurtres. La lettre d'extorsion, oui c'est bien lui, mais les meurtres non. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve pouvant l'inculper ne sera jamais trouvée. James Levis sera donc bien inculpé et condamné, mais uniquement pour tentative d'extorsion. Et si ce n'est pas James, le véritable meurtrier, lui, il court toujours. Mais rien n'est encore perdu. Vous vous souvenez du standard téléphonique qui est pris d'assaut pour tout et n'importe quoi ? Eh ben c'est au tour d'un appel d'être pris au sérieux par les enquêteurs. Il s'agit d'un propriétaire de bar sur Lincoln Avenue. Il dévoile à la police que ses clients lui avaient parlé d'un homme suspect et menaçant dans son bar et qui prétendait avoir du cyanure. Cet homme, c'est Roger Arnold. Un ingénieur en maintenance, discret, passionné de chimie et de pharmacologie. Après son arrestation, il autorisera une perquisition à son domicile, une opportunité inespérée. Et là, la police n'en revient pas. Tout est là. Des armes non déclarées, des catalogues pour commander des produits chimiques et un livre intitulé... Et tenez-vous bien, ce livre contenait une recette de la fabrication du cyanure de potassium. Mais ce n'est pas tout. Arnold venait aussi de divorcer et avait un comportement instable. Il avait également travaillé avec le père de Mary Rainer, l'une des victimes. Le puzzle commence enfin à prendre forme, mais un homme va venir tout chambouler. Un certain Tom Royce. Un avocat célèbre à Chicago pour sa capacité à défendre des clients dans des affaires criminelles. Et devinez quoi ? Encore une fois, aucune preuve formelle ne sera trouvée contre le suspect. Oui, Arnold sera libéré et totalement innocenté à l'affaire liée au Tylenol. Pourtant, tout était là. Le cyanure, un lien avec les victimes, un comportement menaçant, mais non. Des années plus tard, des tests ADN seront faits et innocenteront d'ailleurs une fois pour toutes les deux suspects principaux de cette affaire. On est de retour à la case départ. Des jours, des semaines, des mois, puis des années s'écouleront, et toujours aucun suspect, même pas l'ombre d'une piste. Quelque part parmi nous, bien au chaud chez lui, vit tranquillement, sereinement, un véritable monstre sans visage. Cet inconnu, en plus d'avoir détruit la vie de 7 personnes, est également à l'origine de l'une des plus grandes réformes dans la façon dont les médicaments sont consommés dans le monde entier. La peur et la paranoïa à son paroxysme après les premiers décès. Rappelez-vous, Johnson & Johnson avait décidé de retirer tous les Tylenol de la vente. Mais évidemment, ce n'était pas assez pour assurer le public et pouvoir un jour remettre en vente leurs produits phares. Ils vont donc décider de lancer sans attendre la production de nouveaux emballages totalement inviolables, sous blister avec un sceau de garantie et dotés de la fameuse sécurité enfant. Coût total de l'opération, 150 millions de dollars, ce qui équivaudrait à environ 443 millions de dollars en 2025. Un coût colossal, mais une décision saluée par le public et qui reste aujourd'hui encore un cas d'école sur la gestion de crise et la communication d'entreprise. Et les conséquences de ce changement d'emballage inviolable ne s'arrêtent pas là. La FDA en a fait la norme pour presque tous les médicaments en vente libre du pays. En gros, aux États-Unis, tout le monde a dû s'adapter à ces fameux emballages inviolables. Puis ce sera au tour du Canada, de l'Europe, de l'Australie, de l'Asie, etc., etc. L'effet Tylenol a finalement participé à changer les normes de vente des produits pharmaceutiques à travers le monde entier. Aujourd'hui, en 2025, ces normes sont toujours en place et ont encore de beaux jours devant eux. Quant à la personne derrière les empoisonnements et la mort de 7 innocents, elle court toujours. On ne connaîtra sûrement jamais son identité et encore moins ses motivations. Et vous, vous en pensez quoi ? Je suis curieuse, j'attends vos théories en commentaire. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Je commence tout juste sur YouTube et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui le feront et à bientôt pour une prochaine vidéo.